super, ça commence. Hein. J'ai toujours peur. Je sais jamais. Si? Si? Hola? Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿También? Tu parles espagnol, toi? Un poquito. Ah, quand même? Si, si. Tu También. sais dire Madrid en espagnol? Bah, ça doit être Madrid. Et Madrid. Et Madrid. La Cajamarca. La Cajamarca. Enfin, la Cajamarca. Enfin, Ouais. moi, je la trouve La pas- boîte, quoi. Ouais, c'est la C'est la boîte, mais elle est pas magique, quoi. Ouais. Comment ça va les Ténix? Quentin, salut. Hola, los Tecnisos. Si. Los, si, ça se dit, los. Tenixos. Tenixos? Tenixos? Si, ouais, ça Normalement, va. c'est tennis avec Kernen. Mais... Oui, mais non, mais nous, c'est Tenix. C'est les Tenix. C'est les Tenix. Bon, vous avez bien vu comment on parle de Madrid. Hein. Qui va battre Nadal? Ah bah oui. Puisque je vous rappelle, En plus, il s'est reposé. ça n'a rien à voir. J'ai cherché, j'ai fouillé comme un dingue. Sachez que Rafa n'a jamais gagné tous les tournois avant Roland-Garros. Ouais, non, mais c'est tellement exceptionnel. Qu'est-ce que tu veux. Mais alors, pardon, avant de rentrer sur Madrid, je voudrais faire un petit coucou à tout le monde. Non, parce que c'est juste le début des matchs par équipe. Vas-y. C'est début mai. C'est le début des matchs par équipe. C'est le début des matchs sur terre battue. Donc voilà, une bonne. Good luck à tous ceux qui participent aux matchs par équipe. Donc ça peut être sympa. Le mois de mai, c'est cool, quoi. Tu vas jouer, toi? J'aurais dû jouer ce matin. En plus, sur le Stade Français, j'aurais dû aller jouer. Eh ben, Je suis pas allé. comment ça, tu n'y es pas allé? Bah, non, T'étais non, sélectionné. J'étais sélectionné. Tu refuses la sélection. OBX refuse la sélection. Bon, Bref. salut les kikis, team a une chance, les mecs, attention, Nadal imbattable cette saison. On y va. Allez, c'est parti. On y va. Alors, là, je regarde juste un petit truc hein, pour vous rendre compte un petit peu du Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes invité à une soirée blanche. Non, Ah, Mathieu. non, mais C'est la classe, la ça, classe. voilà, Voilà, c'est comme ça, ouais, c'est cool les matchs et tout. Thanks, vamos, TCBB, Delpo. Ah ouais, Delpo. Putain, ça y est, vous êtes comme des dingues. Bon, juste ma petite info, parce que je l'ai cherché, autant que je la dise quand même. Hein. Bon, Vas-y. la seule fois où Rafael Nadal a gagné les 3 Masters 1000 pour ensuite aller gagner Roland-Garros, bien évidemment. Une seule fois, il l'a fait. Une seule fois. C'était en 2010, où il avait gagné Monte-Carlo, Madrid, Rome. Mais cette année-là, Ouais. il n'avait pas joué Barcelone. Et cette année-là, il gagne Roland sans perdre un set. On est d'accord. On est d'accord, mais Non, il mais- n'y avait pas Ouais, Barcelone. Ouais, non, d'accord. En 2006, pareil. 0 défaite sur terre battue, il gagne tous ses tournois, mais il ne joue pas à Hambourg. À l'époque, c'était Hambourg, c'était pas Madrid, c'était Et Hambourg. Hambourg, à l'époque, la finale était en 5-7. En plus. Et il n'avait pas joué Hambourg. Sinon, 2 fois, il a fait les 5 finales. Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome, Roland-Garros. 2 fois seulement, il a fait les 5 finales. En 2011, où il gagne Monte-Carlo, Barcelone et Roland-Garros, et il fait finale à Madrid et à Rome. C'est quand même dingue. Et en 2013, où il fait finale à Monte-Carlo, et après il gagne tout. Barcelone, Madrid, Rome, Roland-Garros. C'est complètement dingue. Et après, quand on regarde un petit peu le détail, c'est très étonnant. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, mais Nadal est à 401 victoires sur terre battue depuis le début de sa carrière. 401 victoires. Tu te dis, moi, c'est dingo. Bah, le mec, il n'est que 4e dans le classement de tous ceux qui ont gagné justement au-delà des 400 matchs sur terre battue. C'est que des gauchers. Devant lui, il y a Mouster. Et je pense qu'il peut le dépasser parce que Mouster est à 422, je crois. Ouais, c'est ça, 422. Donc logiquement, il peut y aller assez vite. Après, il y a Manuel Orantes. Là, on remonte Ouais, loin. mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup plus de tournois sur terre. Rien à voir. C'était pas. Et le premier, c'est Villas. Même lui, c'était sur terre. 659. Villas 659. Bah, voilà. En 77, quand Villas Voilà. fait son année de malade, il gagne. Mais c'était dingue. Je crois que c'est 15 ou 17 tournois sur terre. Ouais, non, c'est ouais, pas je ça crois que c'est un truc comme ça. Voilà, l'US Open se jouait sur terre battue américaine, mais enfin, ça jouait sur Ouais. terre battue. Tout ça. Bon, ok, sincèrement, il n'y a pas à chercher, il n'y a personne. Alors, David Korcher. mon OBX, est-ce que personne ne peut battre Rafa à Madrid? Bah, après, moi, je vais être quand même de l'avis de pas mal de personnes. J'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non. Parce qu'en plus, alors j'ai dit au tout début, en plus, il a pris une petite semaine de vacances. Il n'a pas pris une semaine de vacances. Il n'a pas joué. Il s'est entraîné. Mais il a refait du jus. Donc, sincèrement, quand tu vois quand même c'est même pas le niveau de jeu qu'il a, mais la différence de niveau entre ses adversaires et lui, sincèrement, je ne vois pas qui peut le battre. Mais, il y a Del Potro qui est là quand même dans le tournoi. Moi, je l'ai déjà Et annoncé. attends, et Thibaut Joanneau qui le dit. Mon fils. Mon fils, ma bataille.
Mon fils me bat. C'est le Monfilsien. Qui, logiquement. Attention, parce que le Monfilsien, je vous rappelle qu'il n'est pas encore contre Nadal. Non. Il va jouer Basilashvili demain. Non, après, on sait que Gaël peut faire des exploits comme ça, mais là, il a pas de jus dans les jambes. Il perd encore au premier tour à Munich. Non, moi, non. Quel est le seul joueur français qui a battu Nadal sur terre battue? Un joueur. Un joueur français. Hein. Il n'y en a qu'un. Et je peux vous dire, là, les gars, faut le trouver. Il n'y en a qu'un. C'est pas Olive Mutis? Si. La vache. Tu te souviens où ou pas? Bah non, mais c'est super vieux. Hein. Si. Ça doit être... C'est Valence. Non. Non, ça, c'est Andreev à Valence. Alors, Mut, je peux pas dire, je sais plus. Palerme. Ah ouais, mais c'était en septembre. Ouais. Le dernier tournoi national sur Terre. Ouais. Palerme 2004. Le seul français. Sinon, je crois qu'il en a gagné 30. Je crois, 30 victoires contre des Français. Bon, donc mon fils, on est d'accord que c'est pas possible. Mais en fait, moi, je suis curieux. J'ai envie de te dire, sur ce tournoi-là, pas Del Potro. Quoi, pas Del Potro? Del Potro ne peut pas battre Nadal. Je ne pense pas. Je vous rappelle que Del Potro, alors en plus, dans le niveau tirage au sort, pas de chance. Hein. Del Potro, partie de tableau de Nadal. Donc, s'il arrive jusqu'à Nadal, il devrait le jouer logiquement en demi-finale. Faut qu'il y arrive. Hein. Oui, et puis il faut qu'il ait du temps de jeu. Moi, je me réserve le Del Potro sur Roland pour potentiellement gêner Rafa. Mais on y reviendra. Mais comme on l'a déjà expliqué, moi, sur un plan tactique, technique, je pense que c'est le seul joueur actuellement qui peut gêner Rafa sur terre. Qui? Del Potro. Et John Isner. Je suis peut-être un joueur du chapeau et John Isner. Ce sont les deux seuls. Et encore plus peut-être à Madrid. On rappelle que Madrid, ouais, c'est un peu plus rapide. C'est quand même le Masters 1000, alors qui n'a pas l'histoire des autres sur terre battue, puisque avant Madrid, vous le savez, ça jouait sur dur, c'est sur terre depuis 2009. Mais il l'a gagné que 4 fois, Madrid. Donc à la rigueur, c'est vrai que ce semblant d'altitude, moi en tant que joueur, joueur amateur, je ne vois pas ce que ça peut faire comme différence. Mais eux disent que oui, il y a une différence. Ils disent que la balle est un peu plus difficile à contrôler. Je peux dire que j'ai joué à des altitudes genre Quito, tu vois, Quito, Téhéran. Et alors? Là, tu sens vraiment la différence. Mais quand t'es entre 600 mètres, quand t'es entre 500 1000 mètres, tu commences à le sentir un peu. Mais 500 ou 600 mètres, sincèrement, c'est minime. Hein. C'est vraiment histoire de 1. Isner, Rémi qui dit Isner, tu as craqué ton slip, Olysix. Non, Rémi, non. Je vais te dire pourquoi. Parce que Isner, c'est un joueur de grande taille qui sert très très bien, qui frappe très fort en coup droit et qui veut essayer de jouer et de battre ses adversaires en 4-5 frappes. Alors, certes, il peut complètement passer au travers, s'il n'est pas dans un bon jour, mais s'il est dans un bon jour, rappelle-toi Rémi, à Roland-Garros, une année, qui embêtait Nadal? C'était sur un premier ou un deuxième tour. Premier tour. Eh ben c'est Isner qui l'emmène sur un 4 ou un 5-7. 5. C'est la première fois qu'il a eu 5. C'est pour ça que je me dis que Isner, c'est le stéréotype qui peut gêner Rafa Nadal. Franck Latour, le Nadal de 2018 est comment par rapport au Nadal de 2010? Plus fort. Moi, je trouve... Alors, tu dis plus fort, et moi, je vais rentrer un peu dans l'aspect technique. Plus complet techniquement. Voilà, il a une chose en plus qu'il ne faisait pas à l'époque, c'est ce revers long de ligne. Avant, il faisait jamais de revers long de ligne. Maintenant, il vient rentrer. Dès que l'adversaire l'agresse un petit peu côté revers, il arrive à changer la donne et prendre l'ascendant sur son adversaire revers long de ligne. Ce qu'il ne faisait jamais avant. Jamais. Et même par rapport à 2010, ce qu'il a trouvé aussi un petit peu, c'est un peu plus de service, un service un peu plus performant, et un peu de revers slicé. Et la dernière chose, c'est que depuis qu'il est avec Moya, même s'il n'enchaîne pas des séries isolées, retour volé, il vient quand même chercher un peu plus souvent les points au filet. C'est-à-dire qu'il y vient, pas par obligation. Il vient vraiment finir ses points au filet. Moi, je trouve que le Nadal d'aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire qu'il est plus fort que l'an dernier. Parce que l'an dernier, on ne savait pas trop où il en était, le petit pépère. Je vous rappelle qu'il perd contre Team, c'était à Rome, en quart, c'est ça? Ouais. Tu vois, on avait quelques petits doutes sur son genou, machin. Pour répondre à Rémi, je vais aller dans son sens. Il me parle d'Isner. Et tout le monde va dire, mais pourquoi pas Team? Sincèrement, quand vous regardez le match de l'année passée, mais il joue les yeux fermés contre Nadal à Rome. Avec son revers à une main, il fait pas une faute, il rentre dans la balle. C'était tout simplement phénoménal. Mais je pense qu'il marchait un petit peu sur l'eau ce jour-là. Alex, Djokovic contre Nadal, on peut oublier d'office? Djokovic qui joue demain d'entrée contre Nishikori. Alors là, il a été faire un peu de physique. Hein, il est parti essayer de remettre du jus, mais en Serbie. Après, tu sais, le problème, c'est que si ça se trouve, Nishikori va jouer un set et il va abandonner. Donc, Pourquoi? Il est touché? Non, mais il est toujours blessé. Enfin, donc, tu vois, on sait qu'il avait après Monte-Carlo, il était pas bien. Mais bon, on reste dans la partie de tableau de Nadal. Hein.
On rappelle que dans sa partie tableau, il y a Schwartzmann, mais Schwartzmann, pour l'instant, c'est un fantôme. Il est inexistant. Inexistant. Il n'arrive pas du tout à remettre en place ce tennis qu'il avait l'an Après, dernier. j'en ai parlé un peu avec Arnaud Clément, parce qu'on a joué un peu ensemble la semaine passée, et puis je sais plus, on discute, et il me dit c'est marrant parce qu'il me fait penser à moi. À partir du moment où t'as plus de jus, vu que c'est un joueur de petite taille qui joue énormément, tu sais, sur l'explosivité, sur son physique, et ben, il me disait que c'est exactement la même chose que moi. À partir du moment où j'avais moins de jus, ma balle avançait plus, j'étais complètement dans les choux parce qu'au niveau puissance intrinsèque, j'arrive pas à aller au combat avec les adversaires qui jouent beaucoup plus lourd que moi par rapport à une petite taille. Et effectivement, tu vois Schwartzmann, t'as l'impression que le mec, il a pas de jus du tout. Bah, encore une fois, Schwartzmann, c'est 2016. Bon, il est là, mais il n'est pas au plus haut niveau, il n'enchaîne pas des matchs sans arrêt. 2017, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Sans arrêt. Et donc là, on se rend compte que depuis début 2018, il n'y arrive pas. Cela dit, il gagne, mine de rien, paradoxalement, il gagne quand même Rio. Oui, Premier oui. tour national sur Terre. Bon, il va pas non plus des On n'est cadors. pas sur du gros cador. Mais là, je l'ai vu contre le Pitbull, c'est un millième. À Monte-Carlo, mais il s'est fait marcher dessus. Donc Schwartzmann, c'est impossible de savoir. Il va jouer Manarino au premier tour. Manarino peut taper Schwartzmann. Ah oui, j'espère bien. Ouais, tout à fait possible. Ouais. Après, dans cette partie de tableau-là, de Nadal, logiquement en quart, c'est soit Thiem, soit Carreno Busta. Encore une fois, Carreno Busta, on n'en parle pas, mais il est là. Hein. Donc Thiem, Carreno Busta, mais bon, Thiem. Moi, je lui mets un petit jaune. Je reviens un peu en arrière sur sa semaine de Barcelone. À qui? Le petit coup d'entourloupe qu'il a fait à Dimitrov, Carreno Busta, à 4-2 dans le tie-break du deuxième. Oui, il n'a pas fait qu'un coup d'entourloupe à Dimitrov. Et sur la balle de match contre Manarino, elle est pas pourrie aussi, l'attitude? Ouais, non, mais j'ai vu Adrien. Non. Ouais, non. Mais là, c'est plus une erreur vraiment d'arbitrage. C'est vraiment une erreur d'arbitrage. Que contre Dimitrov, c'est lui vraiment qui embrouille. Non, mais il y a erreur d'arbitrage, mais Carreno Busta, il vient voir la marque quand même. Il voit très bien qu'elle est bonne, cette balle. Hein. Ouais, mais bon. Enfin, moi, Carreno Busta, je commence à l'avoir un petit peu dans le collimateur, celui-là. Je vais le surveiller de près. Enfin bon, voilà, donc. Quoi? Bah non. Donc dans l'absolu, on est tous sur Del Potro. Vous êtes tous sur Del Potro, je Ouais, mais ça fait quelques temps qu'il a pas joué, il revient à la compète. Tu vois, hyper compliqué. Parce que moi, je veux qu'il monte un peu en puissance, Del Pot. Et je veux voir parce que vous avez vu que le Pitbull là, il a haché menu le Thomas Berdych. Hein. Bon, lui, je pense qu'il va arrêter sa carrière. Mais il va pas tarder à lâcher, je pense. Ouais, il y est plus du tout. Mais le Richard passe facile 4-2 et Richard, logiquement, hein, on devrait l'avoir en 8e contre Del Potro. Bah, ça pourrait être pas mal. Ça c'est un beau match. Ça, ça pourrait être sympa. Et là, il joue qui là, Richard derrière? Le vainqueur de Kachanov-Lajovic. Ouais, mais je trouve qu'il est bien en ce moment, le Richie. Il a un peu mal au dos quand même. Bah, il a tout le temps un peu mal au dos. De toute façon, il a tout le temps peur avec son dos. Donc, on sait pas. Wawrinka, il joue pas Madrid. Oubliez Wawrinka, il joue pas Madrid. Stan. Djoko, encore une fois, on sait pas du tout. On sait pas du tout où il en est, ni physiquement. Techniquement, bien sûr que son tennis est là, mais bon, comme il a pas. Je vous rappelle qu'il a joué 10 matchs. 5 victoires, 5 défaites. Enfin, le mec, il n'y a rien derrière, quoi. Il n'y a rien, il sait pas. Et alors, pour ceux qui nous rejoignent, comme je le disais très souvent, la terre battue, c'est vraiment spécial. Il faut, comme au vélo, avoir des bornes, il faut avoir joué, s'être entraîné sur terre battue, mais aussi avoir fait des matchs. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on acquiert la confiance sur terre battue. Alors, je vous vois avec tous les Kyrgios, les Zverev. Wawrinka peut-il revenir au top? Bah, la bonne nouvelle, c'est que Magnus Norman est là. Alors apparemment, c'est jusqu'à Roland Garros, hein, mais Magnus Norman n'a pas l'intention de revenir sur le circuit, normalement. Mais toujours est-il qu'il était un peu fâché. Et le fait qu'on les revoie tous les deux, c'est bien. Tu vois, c'est là où c'est marrant, c'est que qu'est-ce qui se passe? Dès que t'es pas bien, tu vas revoir le bon mec, quoi. Tu vas rechercher les fondamentaux, quoi. Djoko qui va retrouver Vajda. Hein. Bah voilà. Il n'y a pas de secret. Hein. Tu vas retrouver les bons. Hein. Et dans cette partie de tableau de Nadal, donc on a parlé de tous ces mecs qui potentiellement peuvent être là. Pourquoi pas Gasquet? Hein. Gasquet est dans une partie de tableau où, d'accord, il y a Del Potro. Après, quand tu regardes un peu plus, s'il passe tout ça, en quart, il peut jouer Anderson. Alors compliqué Anderson, surtout à Madrid, encore une fois. Mais bon, Gasquet, Anderson, Del Potro, qui serait contre Nadal en demi-finale. Mais tu vois, ça par exemple, là, moi je serais curieux de voir un petit. Anderson-Nadal en demi. Ouais, pour voir, par curiosité. Voilà. Parce que c'est effectivement aussi le style de jeu, mais il faudrait qu'Anderson il joue comme quand il a battu Murray à l'US Open, en servant comme une brute, en attaquant de coups de raquette, en faisant, en marchant sur l'eau, quoi. Alors, parce que là, il y a Sylvie Blum qui nous dit Goffin peut gêner Rafa. Alors, Sylvie, j'ai regardé le tableau et je me suis évanoui quand j'ai vu la petite partie de quart de tableau où il y a, tenez-vous bien,
dans la même petite partie de quart, hein, il y a Goffin, Chung, Medvedev, Edmund, Nishikori qui va jouer Djokovic. Et ensuite, Pouille, qui va jouer paire, Shapovalov, le petit kicker là. Il vient de gagner, Shapovalov. Shapovalov est il a passé. gagné enfin son premier tour sur terre. Kicker, le petit argentin là, je crois qu'il sort des qualifs, qui va jouer Raonic. Il en est Raonic. Avec son genou là, bizarre. Et là-dedans, il y a Dimitrov. Enfin, c'est une partie là, c'est dense. Mais c'est complètement dingue. Et ben justement, quand tu regardes ça, quand tu vois cette partie de Dimitrov à Goffin avec tous les noms qu'il y a, qui sort de là? Qui sort de là? Moi, j'ai envie de dire Goffin. Peut-être, ouais. J'ai envie de dire que, je sais pas, le David, petit à petit, commence à avoir son problème d'œil là, qui a apparemment disparu. Et il le disait, je recherche là cet instinct du tueur que j'avais l'an dernier. Surtout que si on se rappelle de l'année passée, il a fait un super... Il perd en demi, mais il fait un super match contre Nadal. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. 7-6, 6-4. Ça se joue à rien. Et vraiment un très très bon match. Mais effectivement, sur la longueur, peut-être. Mais bon, Zverev, il vient quand même de gagner le Munich en battant Chung. Non. Si, Chung en demi. Et Coach Schreiber en finale. Donc, il est en confiance aussi. C'est vrai que c'est dans cela. Pour sortir Mathieu Girard, je mise sur Goffin pour battre Nadal. Il y a un manque de puissance pour moi. Il y a un manque de... Ah, il a un verre à deux mains, bien sûr, mais après, il va s'en prendre plein la tronche. Dis-nous quand? Est-ce que là, sur à Madrid, Rome ou sur Roland-Garros? Roland. Parce que sur 3-7, je miserais pas David Goffin contre Nadal. C'est pas possible, même si c'est un marathonien, le Goffin, mais la balle donne... C'est ça qui est dingue. Il y avait un très bon papier de Christophe Taureau, justement, je sais pas si vous l'avez vu, sur son site, là. Il expliquait pourquoi Nadal était incroyable. Bah, tout simplement, et j'étais assez d'accord avec son analyse, il disait que c'est quand même le seul mec qui, en permanence, sur tous les points, te joue ça comme si c'était la balle de match de la finale de Roland-Garros. Et donc, à aucun moment, il y a une baisse de régime, quoi. C'est pour ça que moi, ce que je dis souvent, c'est que sa force, c'est son humilité. C'est d'à chaque fois de se remettre en question, et à chaque fois qu'il rentre... Alors, c'est un défaut pour lui, parce qu'il est toujours limite, on a l'impression qu'il est en panique avant de jouer un adversaire, même si le mec est 50 ou 200 places derrière. Mais le fait qu'il soit un peu en panique, il a cette humilité-là, et à partir du moment où il rentre sur le court, tout de suite, il est dedans, il est à 200%. C'est pas comme un joueur qui va jouer les 3-4 premiers jeux en étant un peu tranquille, en se disant, voilà, je suis quand même au-dessus au classement. Non, lui est tout de suite dedans. Donc c'est ça aussi sa force. Il y a François Lecade qui vient de dire, voilà, les deux joueurs pour lui qui peuvent battre Nadal, c'est Delpote et Isner. Écoute, pour l'instant, on est d'accord. Mais j'ai envie de dire que quand tu regardes donc la partie basse du tableau, où il y a cette partie là où ils vont tous. Déjà, ils vont arriver cramés en quart, en demi. En demi, là, celui qui sort de Goffin à Dimitrov, celui qui arrive en demi, je sais pas dans quel état il est. Et après, t'as cette partie de tableau avec Isner et Zverev. Alors Zverev, je vous rappelle quand même que le Zverev, il gagne Rome l'an dernier. Alors, on est d'accord sur les tournois Grand Chelem, pour l'instant, il a rien prouvé. D'accord? J'ai envie de dire comme Tim. Mais Tim, lui, il n'a rien prouvé non plus en Masters 1000. Alors que Zverev, lui, il en a gagné des Masters 1000. Donc, on peut se dire que sur des schémas, au meilleur des 3-7, le Zverev, il est là. Et sur terre, il nous fait demi à Monte-Carlo. Et puis à Monte-Carlo, il commençait à vraiment pas mal jouer. Le match contre Gasquet, il est quand même phénoménal. Et là, il gagne Munich. Et j'ai envie de te dire, il perd sur Nishikori, pas sur une question de frappe de fond de court, mais parce qu'il sert pas bien tout au long de la semaine. Hein. Il doit avoir 39 ou 40% de pourcentage de première. Donc, il avait mal à l'épaule. Donc apparemment, c'est réglé. Là, il arrive bien, tranquille, la petite victoire qu'il faut à Munich, chez lui. Il va jouer normalement d'entrée. Alors, je peux pas vous dire Tsitsipas, parce que je sais pas dans quel état il va arriver, le Stefanos. Alors, autant qu'Aaron Augusta, j'ai mis un bon carton jaune, mais alors Tsitsipas, là, moi, c'est bon point. Ah bon, je croyais que tu lui mettais un carton jaune, j'ai eu peur. Non, parce que ce que je trouve très bien chez lui, c'est que le mec, il va au carton, il les enchaîne dans les matchs, les victoires. Alors, et en plus, il gagne, donc il enchaîne les victoires. Et puis, voilà, il a 19 ans, Shapovalov, dans un autre sens, lui, se fait pas mal de repos, de pause et tout ça. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ça va pas se retourner contre lui, Tsitsipas? Mais en tout cas, il va sincèrement au carton. Et ce que j'aimerais, c'est que Tsitsipas joue bien sur sur Madrid et Rome, pour qu'il soit tête de série à Roland. Ça serait bien. Oh ouais, non, mais attends, mais il peut plus. Je vous si, rappelle, les 40. Oui, non, mais d'accord, mais le Tsitsipas, depuis Monte-Carlo, hein, il a joué 14 matchs. 14 matchs, 11 victoires. Il sort des qualifs à Monte-Carlo. Ouais. Il bat Shapovalov, il perd contre Goffin un match super serré. Derrière, il fait finale à Barcelone en battant Schwartzmann, Ramos, Thiem, Carreno Busta. Et il arrive sur Nadal. Le mec se fait éclater. Et là, cette semaine, il fait demi à Estoril
en faisant Andorra, faut le jouer, Anderson en 3-7, un match de folie contre Carbales Baena 7-6 au 3e, et il perd que contre Souza, qui vient de gagner le titre, là, 7-6 au 3e. Non, puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2-3 matchs cette semaine où il perd le premier, et il arrive quand même, tu vois, mentalement à revenir. Et tu vois, Laurent Georges qui dit Tsitsipas meilleur mental que Shapovalov. Peut-être. Pas le même tennis. Hein. J'ai envie de dire, Laurent, je dirais peut-être que Tsitsipas est peut-être un peu plus égoïste, un peu plus con dans son attitude. Shapovalov, c'est un peu plus, il est hédoniste. Tu vois, il veut donner un peu plus de plaisir, il se fait un peu plus plaisir. Tu sens, c'est mon sentiment. Tsitsipas est beaucoup plus dans son, Tsitsipas pour dans moi, sa bulle. Ouais, il est dans la bulle de Georges Zverev, vous voyez. Alors que Shapovalov, alors il est moins déconneur quand même que Kyrgios, mais voilà, faut qu'il y ait du show, faut qu'il y ait du spectacle, quoi. Ouais, mais à un moment, il va pas être là. Mais après, moi, je pense que Shapovalov, et là, moi, je veux bien mettre un biais. Il s'est raté, là, parce que c'est ses premiers tournois sur terre battue. Chapeau ? Ouais, à ce niveau-là. Mais Shapovalov, pour moi, il faudrait qu'il prenne un petit peu, je dis pas qu'il devrait jouer comme Nadal, mais en tant que gaucher, qu'il ait les zones et les phases de jeu de Nadal. Et là, en plus, lui, avec son service et sa bonne main, non, mais à partir du moment où il fait les jeux avec son coup droit de gaucher et qu'il t'enroule dans le revers, je peux te dire que là, et là, je pense que dans les années à venir, il va bien cartonner. Shapovalov, qui s'est qualifié pour le deuxième tour, qui jouera le vainqueur de Pouille-Père. Tu vois qui, toi, sur Pouille-Père ? Pouille-Père. Là, c'est l'énigme. Là, il faut que Lucas nous prouve que... Allez, il a oublié là le petit souci de Monte-Carlo, et Budapest. C'est quand même deux catastrophes. Bah, surtout Budapest, il perd sur Milman, qui n'avait jamais gagné un match sur terre battue, quand même. Et il passe complètement au travers à Monte-Carlo. Enfin, le mec s'est préparé spécialement pour la terre. Ouais, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est qu'à un moment, si tu t'es préparé spécialement pour la terre battue, ça doit se voir. Tu vois, tu dois transpirer la terre. À un moment, même si t'es dans le dur, allez, je pousse la balle, j'ai mes fondamentaux de terre battue, je rame, comme à un moment honnête, il faut faire sur terre battue. Et lui, c'est pas du tout le cas. C'est ça le problème. C'est que t'as pas l'impression que, il a fait la période comme il l'a expliqué. Donc, alors après, peut-être pour Lucas, le truc qui doit être sympa à prendre dans sa tronche, c'est qu'il a toujours battu Benoît Paire. Il n'a jamais perdu un set. Voilà, t'as l'impression que le Benoît Paire, il va jamais vraiment à fond contre Lucas. On verra, mais bon. Après avec Benoît... Avec Benoît, tu sais pas, puisque le mec avait dit qu'il était cramé, qu'il arrêtait, qu'il faisait une pause, et puis finalement, il enchaîne. Surtout à Monte-Carlo, et 4 jours après, on l'a retrouvé à Barcelone, en faisant un gros match quand même. Parce qu'il bat Jarry, 7-6 à la belle, donc ça prouve qu'il est allé. Et derrière, il a complètement explosé mentalement contre Carreño Busta. Donc là, allez savoir, et là, on est dans la partie de tableau de la folie. Hein, donc ça veut dire que si Pouille passe paire, après il a Shapovalov, imaginons qu'il tape Shapovalov. Logiquement, il peut le battre, il n'y a aucun problème. S'il bat Shapovalov, derrière, c'est, allez, Dimitrov ou Raonic. Et s'il passe ces gars-là, c'est quoi ? Goffin, Djokovic, Nishikori, tu vois qui ? Bah, je te dis, Nishikori, il va abandonner au bout d'un set, alors... si ça se trouve. Mais bon, on verra. Hein. Djokovic, le grand Djokovic, celui qu'on connaissait, le grand Djokovic, oui, c'est ça. Sur Nishikori, c'est 10 victoires d'affilée. Là. Il irait sur 10 victoires d'affilée. Donc, logiquement... C'est hyper, là, non. Tu vois, encore une fois, ça va être... Ça me fait penser un peu à Federer quand il avait perdu contre... l'Espagnol. Non, l'Espagnol, tu sais, à l'US Open, là, personne s'y attendait, là, celui qui est jamais mort. Là. Ah, purée, avec son revers à une main, là. T'as l'impression qu'il a 50 ans. Ah ! Aidez-moi, les tennis. Robredo. Ah, Tommy Robredo. Imagine. Bah, il joue encore, hein. Il fait les challengers. Bah ouais, coucou les amis, j'ai pas eu d'alerte, du coup j'ai loupé quoi ? Bah t'as tout loupé mon gars. Tu reverras ça en replay. Pouille beaucoup trop faible. Robredo, merci Florent. Federer peut battre Nadal, mais oui, Federer peut battre Nadal, mais ça sera pas sur terre battue en tout cas. Oui, parce que encore une fois, dans cette partie de tableau de Zverev-Isner, il y a plein de points d'interrogation. Hein. Il y a Ramos, qui peut très bien jouer. Il y a Cuevas, il y a Sock. Cuevas, il gagne plus un match. Cuevas, il gagne. Sock. Ouais, énigme, exactement. C'est Casper le fantôme. Il fait quart l'année passée en plus. Fonini, capable de tout, Fonini. Ouais, Fonini, il peut battre Zverev, s'il veut. T'as Verdasco, t'as Leonardo Mayer, enfin, t'en as plein, encore une fois, mais bon, eux, ils ont pas le background de terre battue derrière. Donc Nadal, quoi.
Moi, je vais te dire oui. Et finale, Zverev? Je pense qu'on aura une surprise dans le bas du tableau. Ah ouais? Ouais, ça peut être surprenant. Ouais. Autant sur le haut, je te dis Nadal, mais sur le bas, je pense qu'on aura une surprise. Mais une surprise, genre, même pas Isner ou même pas Dimitrov, Non, mais vraiment non, une mais surprise, non, quoi. ouais, Un mais Chong, ouais, Chong. mais genre, tu vois, Isner, pour moi, c'est une surprise quand même à Madrid sur terre. Le niveau s'affaiblit, non, Non, Alexandre? non. Ben, après, si tu prends toujours en considération la période où les 4 dingues étaient au sommet de leur art, voire les 5 même, Wawrinka, Murray, Djoko, Federer, Nadal, oui, bien sûr. Mais bon, ces mecs-là ont amené le tennis à un niveau que pour l'instant les autres n'arrivent pas à atteindre. Non, puis ça va repartir là avec du Tsitsipas, du Shapovalov et ça. J'adore. Non, c'est. Ouais, mais il faut les... Voilà, et déjà, les mecs, il faut qu'ils s'habituent à gagner. Jusqu'à présent, c'était 10. Puis surtout, bon, après on passera de sujet, mais je pense qu'il faut savoir aussi mettre où on met la barre. Qu'est-ce qu'on attend de la next gen? De gagner des grands chelems, de faire des demi, de faire des quarts, c'est ça aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de ces joueurs-là qui ont 19, 20 ans, 21 ans? Donc voilà, si on attend qu'ils gagnent des grands chelems, je pense que c'est un peu tôt. Et il y a Alex Metzger qui dit, mais pourquoi tout le monde est blessé depuis un an? Bah, encore une fois, je sais très bien qu'il y en a qui parlent encore de dopage, de machin, de trucs de protection. Ah, faut arrêter avec toutes ces conneries. Il faut bien se rendre compte que là, les mecs, depuis qu'ils sont rentrés sur le circuit professionnel, les anciens comme les jeunes, savent très bien que pour arriver à gagner un gros tournoi, il va falloir jouer comme un malade, s'entraîner comme un malade, enchaîner les tournois, enchaîner les victoires, les matchs et tout ça pour pouvoir y arriver, pour pouvoir arriver peut-être à les taper ces mecs. Ils ont fait tous un effort, mais incroyable, pour arriver au niveau de ces gars-là. Heureusement pour eux, Federer joue pas sur terre, Djokovic est blessé, Murray aussi, et Wawrinka est blessé. Donc ils se disent, oh purée, j'ai une petite ouverture, mais sur terre il y a Nadal. Pas de chance, parce qu'il n'est pas blessé. Alors est-ce que son genou peut l'emmerder? Il a l'air plutôt d'être pas mal là. Ça va, ça va. On va voir. Après, on sait que c'est chronique, hein. Il peut très bien... Pourquoi Rome, des fois, il n'y arrive pas? Souvent, Rome, c'est humide, hein, le soir et tout ça. Donc, avec ses rhumatismes de vieille espagnole, là, le Rafa, mon petit tétard, des fois, ça coince. Tu vois, quand il fait pas beau à Roland, souvenez-vous, Söderling, hein, c'est un temps pourri. Hein. Ouais, il pleuvait à moitié. Ouais, c'était gris, c'était humide. Le genou. Ah, bah, c'est le truc des vieux, ça. Ah, oui, bah, il est vieux. Nous ne verrons donc plus jamais des gars comme ces 4-là. Oh non, faut... Je sais pas, c'était... Gagner autant de tournois et tout ça, peut-être pas, mais non, je pense qu'il va y avoir des années sympas. Souvenez-vous de l'époque des Sampras, Agassi, quand il y avait Courir, Chang, t'avais des matchs de folie aussi, on se disait mais les mecs ils ont amené le truc à un niveau, puis bah voilà, il y a une petite passation d'attente là, et puis ça revient un truc de dingue quoi. Donc toi tu dis surprise, surprise en finale. Surprise, mais quoi, un Chung? Ouais, Isner, Chung, voilà, mec. Voilà, pas. Bah Isner, c'est pas vraiment une surprise quand même. Enfin, si, sur Terre. Sur Terre. Tu vois, ça serait une première finale sur Masters 1000, voilà, sur Terre. Mais bon, il revient à la compétition. Il a joué aucun tournoi sur. Non, mais tu sais, sur Terre. Vous savez pourquoi Mobizix il veut Isner? Parce qu'il voudrait Anderson contre Nadal en demi. Là, ça me pleurait comme et pour voir Isner ensuite contre Nadal en finale. Pour voir qu'est-ce qu'il peut faire face à des grands serveurs. Ah, ce serait énorme. Parce que si. Regardez Nadal quand il perd contre Federer à Madrid 2 fois. C'est le Federer qui essaye de construire ses points en 2 frappes, 2-3 frappes max, surtout pas installer Nadal du fond. Mais bon, il faut y arriver quoi. Non, parce que il y a Nadal Goffin en finale. Il y a aussi une chose importante, c'est que ce que je dis souvent dans mes commentaires, c'est que tu rentres sur un cours à tout niveau. Tu dis voilà, je vais faire ça tactiquement. Mais il y a deux choses qui vont rentrer en ligne de compte, c'est que t'as quand même un adversaire qui va essayer de te faire déjouer. Tout ce que tu vas vouloir mettre en place, lui va être là pour te faire déjouer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le score. C'est qu'au fur et à mesure des points du score, eh ben, tu joues plus forcément ce que tu avais vraiment envie de mettre en place. Et contre Nadal, c'est la même chose. Même si les joueurs ont peut-être des envies de mettre des tactiques en place, mais lui, il te rentre tellement dedans et que, en fait, tu ne peux pas ou tu n'arrives pas. Parce que quand tu regardes, moi, je me concentre de plus en plus avant de commenter les matchs sur les déclarations d'avant-match des joueurs qui vont jouer Nadal. Nishikori, en finale à Monte-Carlo, je vais être agressif et tout ça. Nada, rien. Tu vois, donc les mecs disent oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, tu te retrouves au bout du compte, il se passe rien, c'est Nadal qui leur marche dessus. Non mais c'est dingue parce que vous êtes tous d'accord, je vous vois tous. Seul Nadal peut battre Nadal, ou peut-être Delpo en gros, mais bon, vous voyez tous Nadal.
Il faut se mettre à sa place aussi quand même, hein, les gars. Hein. C'est que, bien évidemment, lui aussi, on lui dit, on essaye peut-être de lui cacher, mais il doit s'imaginer que, logiquement, il va y arriver. Bah, Et il y pense en tout cas, c'est sûr et certain. Il doit chasser cette pensée à chaque fois pour essayer de rester humble et réussir à gagner. Mais bon, c'est Roland Garros, c'est dans 3 semaines, plus Roland Garros, 5 semaines. Ça veut dire que pendant 5 semaines, là, encore une fois. non, puis ce qui est fabuleux, c'est que tous les tournois qu'il joue, mis à part Rome, il défend des points. Ouais. Il ne peut pas gagner de points. Non. C'est ça qui est fabuleux quand même. Rome, quart Il ne finale. peut que descendre au classement. C'est quand même bien. Après, voilà. Et alors, je sais qu'il y en a plein qui disent ah, Nadal, ça fait chier, mais purée, profitez Non, c'est- de pouvoir regarder un joueur comme ça sur terre battue parce que c'est extraordinaire. C'est comme voir Federer sur gazon. Après, sur dur, C'est un style moi de je jeu. mettrais Djokovic au-dessus. Ouais, Mais... c'est un style de jeu différent, c'est une façon de jouer différente. C'est un peu plus, entre guillemets, avec tout le respect, besogneux. C'est pas la classe de Roger, mais c'est tout simplement phénoménal. T'as raison, je viens de voir là, il est où Rublev? Mais Rublev, il joue pas Rublev. Non. Il doit être blessé. Oh, on a presque fini les loulous. Les filles, impossible de. Alors, Ah vas-y. Vas-y. Non, mon bon point, et je suis très content, c'est Azarenka qui joue et qui a gagné son premier tour. Parce qu'elle pouvait pas sortir des États-Unis. Ça y et est, tout ça y est, Et là, elle peut. ça, je trouve ça sympa. Voilà. Surtout que la Haza, on n'oublie pas qu'elle a fait 2 fois finale à Madrid, hein, sur terre. Hein. Donc, moi je regardais par rapport aux filles. Hein. Vous avez quand même Simone. Ouais, Simone. Ouais. La Alep. Ouais, bah oui. Double tenante du titre. Ah bah, Finaliste genre en 2014. Tout ça à Madrid. Sans oublier qu'à Roland quand même, elle n'a pas gagné, mais bon, 2 fois finale. On a Azarenka. Muguruza. qui a passé son premier tour. Voilà, bien un moment où la Muguruza va nous rappeler Ouais, qu'elle a gagné Roland Garros, hein. Faut pas oublier. Kvitova qui vient de gagner à Prague, et ça je pense que c'est important pour elle là, dans la tronche, parce que c'était chez elle, elle le voulait ce tournoi. Kvitova qui a gagné 2 fois Madrid, Là, il est quand même super ouvert chez les filles. c'est complètement dingue. Il y a Ostapenko. Ouais, mais là, non. Le Stapenko, c'était, entre guillemets, Roland Garros l'année passée, c'est la chance du débutant. Bah oui, Mais d'accord. non, mais là, elle fait 50 fautes directes en moyenne par match, Svitolina, qu'est-ce que tu veux faire Svitolina qui gagne Bah, Rome l'an dernier. Bah, tu vois, autant moi sur Svitolina, je trouvais que c'était une. Elle était ancrée, et ben elle me déçoit un peu, Svitolina. Bah ouais, on n'y arrive pas. Wozniacki. Pourquoi pas Wozniacki, hein Mm. Je regardais, c'est fou. Wozniacki, la seule fois qu'elle a fait finale à Madrid, c'était contre Dinara Safina en 2009. Tu te rends compte de la longévité de la nana? C'est quand même... Et puis Sharapova. Ouais, non, sur Terre. Bah non, mais non. ça Ah, commence- sur terre. Non, Sharapova, ça commence à être un peu. Ça commence à être dans le dur, hein, sur Terre. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et nos petites françaises alors? Kiki Kaka. Peut-être Caroline, hein, pourquoi pas, un Garcia. Alors, Kaka qui va jouer Martic. Hein. Parce qu'elle a quand même un bon tableau pour aller jusqu'en quart, voire demi. Hein. Ouais, ah bah ouais. Tu vois, c'est quand même la tête qui va, logiquement, si elle fait pas n'importe quoi, elle doit peut-être jouer Svitolina en quart. C'est hyper jouable pour aller en demi. Hein. Ouais. Et puis en demi, c'est une partie de tableau où pourquoi pas. Hein. Bon, Kiki, moi je pense que Non. j'y crois pas, mais bon, mais j'y crois pas. Hein. T'y crois toi? Non, non plus. Kiki finaliste l'an dernier à Madrid. Hein. Ah bah là, Des bonnes, on va dire qu'il y a des bonnes ondes. Mais bon, après, faut passer. Hein. Parce que Kiki, si jamais joue une nana comme Wozniacki, ça va être compliqué. Hein. Et juste, je mettrai un petit truc peut-être sur le match là qui va être top demain. C'est le Azarenka-Pliskova. La vraie, hein, Caroline. Hein. Caroline. Parce qu'elles sont jouées à Miami cette année et Azarenka avait gagné. Pliskova, c'est celle qui plie jamais les jambes. Hein. Elle a pas Oui, et puis même, Y a pas de genou. T'as l'impression qu'elle court pas. il court pas, et pas de genou, il n'y a rien. Un commentaire sur Cornet avec ses no-shows. Wilfried Gérard. Bah, de toute façon, elle attend le verdict, donc, mais bon. En tout cas, rien à filtrer. On ne sait absolument pas. Alors, ça a été, voilà, elle a donné son explication. Il y a eu nos réponses. Voilà, on vous rappelle et on vous dira ce qui se passera. Soit 2 ans, soit 1 an. Elle l'a dit. De toute façon, quelle que soit la décision, je ne l'accepterai pas. Donc après, de toute façon, elle est partie dans une galère. Hein, ça, c'est sûr et certain. De toute façon, bon, c'est toujours la même chose. Et puis, je sais que vous en êtes plein. Et après, on arrête. Hein, plein par rapport à Lille. Avec la... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Bah, non, rien, ça me fait rire quand tu parles de Lille. Lille. La demi-finale de Coupe Davis à Lille. Mm. Alors, j'ai vu tous les commentaires en disant ça commence à faire chier Lille, c'est tout le temps Lille, et pourquoi Lille, et tout ça.
On en a parlé avec OBSX vendredi. Faut pas oublier que c'est un spectacle. Avant tout. Ouais. Donc, il faut un maximum de monde. Je vous rappelle qu'en plus, une demi-finale, les règles de l'ITF obligent à un minimum de 10 000 personnes autour du cours. Hein. Cela dit, dans un autre sens, ils seront pas embêtés, hein, parce que vu que Lille sera peut-être même plus en Ligue 2, parce qu'il risque même d'être très regardé beaucoup plus bas au niveau financier. Donc au moins déjà pour le cours, la pelouse et tout ça, il n'y en aura plus de soucis. Hein. Là, ils seront tranquilles hein, pour faire leur cours. Ce sera sur du dur, hein, c'est sûr et certain. Alors, encore une fois, sachez que Roland-Garros, ce n'est pas possible à cause des travaux. L'U-Arena, c'était très compliqué à mettre en place. Je sais plus si c'est l'U-Arena qui avait U2 sur la semaine de préparation. Je crois que c'est l'U-Arena. Ah ouais. Je crois qu'il y a U2 sur la semaine de préparation, donc c'est pas possible. Bercy, non. Après, effectivement, Montpellier s'était positionné. Mais c'est pas une très grande salle. Mais il y a suffisamment de place pour pouvoir accueillir une demi-finale. Mais ça fait pas 27 ans. Mais voilà, encore une fois, alors bien sûr que c'est chiant parce que c'est Lille, mais alors ceux qui sont dans le sud disent ouais mais c'est chiant, c'est à Lille. Oui, mais ça peut accueillir quand même 27 000 personnes quoi. Donc il y a beaucoup de monde qui peuvent venir voir ce match. Après, il faut pas oublier, là moi je parle sur l'aspect tennis, qu'ils estiment tous que Rafa va jouer. Et on sait pas. Moi je vous dis honnêtement que... C'est pas du tout une certitude. Oui, il a dit que, mais on n'est pas sûr que Rafa joue la Coupe Davis. Non. Donc c'est pour ça aussi. Maintenant voilà, moi mon sentiment est partagé. C'est effectivement 27 000 places, crac, ça fait rentrer de la billetterie. Ça va être un spectacle, ça va être un stade fabuleux, d'accord. Mais dans un autre sens, pour moi, c'est aussi une fête. Et à un moment, on critique toujours l'équipe de France de foot qui joue au Stade de France ou l'équipe de rugby. Et ben, à un moment, il faut aussi aller voir, voilà, dans le sud, il faut aller voir Montpellier, à Nantes, à Bordeaux, à Nice. Voilà, je trouve qu'à un moment, il faut aussi partager. Peut-être faire un peu moins de billetterie. Voilà, mais faut que c'est l'équipe de France, faut qu'elle soit. Là, t'imagines, on aura fait demi-finale, finale 2014 et là on y retourne. Eh ben oui, mais bon, à partir du moment où tu arrives en demi et en finale contre tout le monde, enfin, t'as un maximum de gens. C'est compliqué. Étant ch'ti, moi je vais te dire. Oui, c'est génial, mais bon. Mais dans un autre sens, effectivement, ça peut être aussi la plus-value avec tous les soucis qu'il y a en ce moment avec la Coupe Davis, de montrer, ben voilà, on fait encore une demi à Lille, boum, il y a encore 27 000, ça va faire 60 000 quasiment sur le week-end. Qu'est-ce que tu veux dire? Nani Bonsergent, Rafa jouera, il était tellement habité au tour précédent. Il était habité au tour précédent parce qu'il se remettait au tennis sur terre battue. Il est toujours, quand il est sur le moment M, il est toujours habité. Il a donf. Donc, tu verras jamais Rafa pas habité. Hein, ça, il y a toujours un locataire à l'intérieur. Il y a du monde même, il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Après, moi, sur le choix de la surface, j'aurais peut-être été plutôt sur un gazon que sur un dur. Mais bon. Non, oui, mais après, je vous rappelle les règles de l'ITF parce que je vois pourquoi pas dans une arène. Je vous rappelle qu'il faut. Les règles de l'ITF, à partir des demi-finales, c'est un minimum de 10 000 places. Ça se monte pas comme ça. Ah bah non. Donc c'est compliqué. Et bien évidemment, vous avez une salle qui existe, qui est là, qui coûte rien. Enfin, qui coûte rien. Il y a pas de praticable à mettre en place et tout ça. Non. Et surtout, l'ITF a double truc parce qu'ils adorent l'endroit. L'enceinte, elle s'y prête facilement, donc c'est clair. C'est compliqué. Mais effectivement, c'est vrai que le Barnum, on aimerait bien que ça tourne un peu plus. Cela dit, bon, t'as 5 mois pour t'entraîner pour le ping-pong. Pourquoi pour le ping-pong? Ah oui, parce qu'il me défie au ping-pong à chaque fois chez sa sœur, qui a déjà... j'ai ma chambre de réservée. Bon, la Coupe Davis doit être une compétition qui doit être reçue par différentes villes, notamment pour les jeunes, pour leur donner envie de pratiquer ce sport. Oui, non mais je suis d'accord. Après, c'est Lille, c'est pas non plus le trou du cul du monde. C'est assez facile d'aller à Lille. Donc, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est emmerdant, c'est clivant cette décision encore une fois. Ce que dit Adrien Ramin, est-ce que c'est possible de mettre de l'herbe? Bien sûr, ils ont bien mis de l'herbe une année pour la finale de Coupe Davis quand la France va battre l'Australie sur la Rod Laver Arena, alors que c'est du dur. Donc c'est complètement faisable, effectivement. Oui, enfin, bon, sur gazon, Nadal, pas mauvais quoi. Bah non, mais il est bon sur toutes les surfaces. Bah oui. Maintenant, les gens estiment que quand on regarde vraiment saison par saison, c'est un peu la période où il joue un peu moins bien potentiellement. Et il commence à être fatigué. Sur le dur et tout ça, c'est pas sa période préférée. Maintenant, je pense que ça va pas être le même dur que pour la Belgique. Ça va être un dur plus rapide. Mais s'il n'y a pas Nadal, l'équipe, ça va être Carreño Busta, Bautista Agut, les Lopez. Mais bon, on verra. Hein. Ouais, je vois Nicolas Gilles qui dit aménager un stade de foot de Ligue 1. Ils ont pensé à l'OM, mais très compliqué avec la possibilité de la Ligue des Champions. Ah oui.
Donc, Parce que c'est la période où il y a les premiers tours, les tours préliminaires et tout ça. Donc ils ont pensé au stade Vélodrome. Ça aurait été magique, mais bon, pas possible. Trop compliqué à mettre en place. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Donc vous êtes au courant de tous les loulous. Tout le monde peut pas aller à Lille. Bien sûr, je suis d'accord, Abdelrahman. Je sais que c'est compliqué tout ça, mais voilà. Après, c'est le choix de la Fédé. C'est le choix de la Fédé. Je crois que les joueurs n'ont pas été consultés. Ça a été le choix direct de la Fédé. C'est la préservative fatigué Rafa. Allez, ok. Donc si vous avez Canal Plus Afrique, vous avez de la chance. Si vous êtes en Afrique. Et vous aurez au Basic ce commentaire pour Madrid. Et puis sinon, je vous fais des petites vidéos histoire de vous raconter. Juste pour finir, merci pour tous vos petits trucs sur ma page Facebook via les commentaires de C8, la demi et la finale. C'était sympa, merci. 206 000 téléspectateurs sur C8. Énorme, c'est ma star, c'est mon Basic. Non, mais on en a parlé, mais ça m'a fait rire parce qu'en arrivant là-bas, on m'a mis une pression de dingue. Ouais, c'est sur C8, c'est sur C8. C'est pas que j'ai le boulard, mais je commande 310 matchs dans la saison. J'allais pas changer ma façon de commenter parce que je suis assez vite. C'est le boulard. Mais non, mais bon. Le boulard en musique. Ça reste du tennis. Allez. Bon, et bye bye les garçons, ciao, bien sûr. Bonne semaine. Allez, coupe.